Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bonjour Pierre-Xavier. On est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Salut Lucie, merci, moi aussi. Alors, j'espère déjà que tout le monde est présent. On a un peu du monde de partout. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur le chat, voir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et après, on va commencer doucement. On a du monde du Québec. Pierre-Xavier, tu es connu aussi sur le Québec, on le sait. Du coup, Ouais, j'ai une société là-bas. donc, du coup, écoute, on va attendre encore un petit peu que tout le monde se. Toi, tu as du succès dans le 22, regarde. Ouais, effectivement, il y a du monde un peu de la France entière, c'est sympa. Alors, ouais, j'attends un petit retour sur l'audio, sur le son. N'hésitez pas à me faire un petit message pour qu'on soit sûr avant d'attaquer. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, on a vu qu'on allait faire l'introduction à l'hypnose. Donc, on a la chance de pouvoir voir un peu cette spécialité avec toi, Pierre-Xavier. Oui, Vous êtes ça a en... l'air bien, ils ont l'air d'entendre et Ouais, de voir. ouais, ouais. Bon, c'est parti, ok, a priori, ça a l'air de fonctionner. Donc, du coup, pour cette classe virtuelle, on va déjà commencer par ta présentation, ton parcours. Et voilà, je te laisse te présenter, nous expliquer un peu comment tu en es venu, du coup, à l'hypnose. Donc, quand même, pour rappel, tu es Ouais, thérapeute quand même. le parcours c'est long parce que donc on va juste ça, voilà, on va s'intéresser à comment on en arrive à l'hypnose. L'hypnose, c'est que, en fait, je cherchais des outils à une époque parce que voilà, ayant été sportif, etc., puis à certains niveaux, tout ça, et dans divers sports, ce qui m'intéressait aussi, bah, notamment à travers le tennis, puisque j'ai passé un diplôme, un monitorat de tennis, Mhm. c'était de pouvoir aussi coacher mentalement. Hein. Donc cette dimension-là, elle m'a toujours plu. Hein. Donc il fallait des outils. La PNL, l'hypnose, tout ça, ça fait partie du coup des outils qui sont assez indispensable, je trouve, aujourd'hui dans le coaching mental, on va dire comme ça, tu vois, Ouais, dans, dans sa globalité. Et dans les sports, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça permet à la fois des changements rapides et ouais, durables. Et c'est vrai que quand on est avec des sportifs, on est avec des gens qui sont super exigeants parce que leurs résultats ils sont quantifiables. Hein. Si c'est mieux, ils le voient de suite. Donc on peut pas tricher avec eux, on peut pas faire semblant que ça aille mieux. Tu vois, c'est soit ils se sentent mieux sur le terrain, ils ont des meilleurs résultats, ils arrivent à se concentrer plus vite et ils le sentent immédiatement même dans les résultats, ou alors c'est pas le cas et dans ce cas-là, on évite taxer de charlatan, tu vois. Donc je me suis formé à ces outils-là entre autres pour ça. Bon, il y a plein d'autres raisons, on va pas trop s'étaler. mhm. Et donc ça m'a beaucoup plu pour le coaching. Tu vois, par exemple, un, un, le tennis, ça parle un peu à tout le monde. Ceux qui connaissent pas le tennis, qui en connaissent pas les règles, vous avez tous au moins vu un Oui. match à la télé. On a des gars qui font un point de malade et Mhm. parfois ils y laissent donc bon, ils y laissent des ressources physiques forcément hein, quand ils font un point de malade, mais ils y laissent aussi des ressources psychologiques parce que quand on fait un point de malade et que c'était un point important et qu'on le perd, tu vois, on est Mhm. un peu bon, on n'en est pas forcément dans les meilleures dispositions pour aborder le point suivant, surtout si c'est un point décisif, tu vois. Donc là, comment on fait pour se reconcentrer en 20 secondes alors qu'on vient de prendre un coup derrière la tête. Et pourtant, il faut pouvoir jouer le prochain point avec 100% de ses ressources Mhm. physiques. Autant qu'on peut, il faut essayer de récupérer le plus vite possible, mais psychologique aussi. Et D'accord. travailler comme ça avec des outils comme l'hypnose ou la PNL, ça permettait de permettre à des sportifs, par exemple, Mhm. de très vite se reconcentrer simplement avec une commande, c'est-à-dire avec un geste, quelque chose qu'on appelle un ancrage, par exemple, le fait d'associer un geste à une émotion, et très très vite, on va les voir se reconcentrer, se remettre dans les meilleurs états mentaux pour pouvoir finalement donner 100% d'eux-mêmes sur le point d'après. Donc tu vois à quel point ça peut être utile et d'un point de vue pratique, vraiment, pratico-pratique, d'avoir ces outils-là à disposition pour des sportifs, pour tout ça. Donc dans le coaching, super important. Au Ouais. quotidien, finalement. Oui. Et puis après au quotidien, parce que forcément, si ça peut servir sur ces gens-là, bon ben voilà, imagine tout ce qu'on peut changer en plus en prenant le temps, en étant en séance, etc. Au niveau des croyances des gens, au niveau de plein de choses. Hein, on pourra parler de ce que traite l'hypnose quand on est en cabinet, mais justement, autant d'un point de vue
des maladies chroniques, des migraines, de la psychosomatisation, donc les psoriasis, les machins, les eczémas, les addictions, enfin bref, voilà. On peut vraiment faire beaucoup de changements grâce à l'hypnothérapie qui sont en général rapides, puisque je rappelle que c'est une thérapie brève, et durable pour des raisons qu'on peut voir un peu plus tard dans la conférence si tu veux, mais voilà, donc au début j'y suis venu par rapport à ça, et ensuite je me suis orienté vers le côté thérapie parce que j'avais aussi envie de voir, même si je pense que je suis plus passionné par le coaching au départ, mais le côté thérapie m'a intéressé aussi parce qu'il fallait en explorer, si tu veux, un petit peu toutes les facettes, et ensuite je suis arrivé jusqu'à la formation quand je pensais en avoir fait un peu le tour en tout cas, tu vois, voilà. Donc, oui, donc en fait, oui, ça te servait au quotidien, c'était dans un objectif finalement purement sportif, et après, en s'intéressant plus à ça, tu es venu à l'hypnose, et maintenant tu es formateur du coup pour hypnothérapeute. Exactement. Maintenant, je forme des hypnothérapeutes. Alors, il y a des hypnothérapeutes qui se sont formés ailleurs, qui viennent chez nous parce qu'ils ont besoin de compléments. Il y a des personnes du milieu hospitalier, des infirmiers, des infirmières, il peut y avoir des médecins, il y a des dentistes qui sont formés à l'hypnose, justement. Oui. Des ostéos qui s'aperçoivent que lorsqu'on relâche certaines tensions ici, eh bien, les muscles lâchent. Et on voit que les ostéos, sur beaucoup de méthodes, ils vont beaucoup parler. Il y a des ostéos qui font craquer tout ça, hein, et puis il y a des ostéos qui ont des méthodes plus douces. Et en général, ils vous font parler tout ça. Ils ont réalisé très vite que quand les personnes lâchent un peu certains trucs, certaines émotions, et bien boum, on a le muscle qui lâche aussi, et du coup, ça permettait de mieux travailler. Et du coup, on a beaucoup d'ostéos qui se forment à l'hypnothérapie parce que ça permet d'amener quelque chose à leur séance et d'être beaucoup plus efficace dans leur séance, tu vois. Parce que voilà. Donc, c'est un exemple. Donc, ça, c'est un peu toutes les personnes qu'on peut toucher. Et des gens qui sont carrément dans des reconversions professionnelles, c'est-à-dire qui qui étaient plombiers, qui d'un coup se disent ouais, ce que je fais aujourd'hui, j'ai plus l'impression que ça ait du sens, ou qui étaient commerciaux et qui se disent voilà, je veux me former à un truc qui me permet d'être indépendant, en même temps d'aider les gens, et voilà. Donc ça, on en a beaucoup aussi. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour ton parcours, c'est super. Donc aujourd'hui, on a la chance de t'avoir avec nous et pour essayer de répondre un peu à des problématiques en cabinet dentaire. Ouais. Essentiellement pour des assistants dentaires, mais aussi pour les chirurgiens dentistes, parce qu'on est d'accord que ça peut être des fois problématique en cabinet, mais du coup, pourquoi l'hypnose finalement dans une pratique médicale? Tu nous as un peu exposé les avantages, je dirais là, de l'hypnose, mais un peu plus concrètement, du coup, pourquoi l'hypnose? Pourquoi on peut nous l'intégrer? Et après, on verra un peu si tu peux nous donner quelques petits outils. Si tu veux, l'hypnose en général, on peut le voir de deux façons. C'est soit c'est dans un objectif thérapeutique, et là on a un problème à traiter, quelque chose qu'on peut traîner depuis des années, etc. Et dans ce cas-là, on va être en cabinet. On va traiter la problématique du patient, et ça va demander d'utiliser certains outils qui sont plutôt propice à ce genre de transformation, même si on est quand même sur de la thérapie brève et que c'est quelque chose d'assez rapide. Il y a des outils qui mettent plus de temps à se mettre en place parce qu'on veut des résultats durables sur des choses qu'on traîne souvent depuis longtemps. Et par exemple, les métaphores. Les métaphores, c'est un des outils d'hypnose qui va permettre justement de changer des croyances, mais en accord avec son propre système de croyances, ses valeurs. Tu vois, on ne vient pas heurter l'inconscient du sujet en lui donnant un ordre et en lui disant écoute, maintenant ça va se passer comme ça. Exemple, quelqu'un qui va venir, tu vois, pour arrêter de fumer, c'est pas maintenant la cigarette te dégoûte. Non, mais très bien, il va plus toucher une cigarette, mais pour autant le problème qu'il a amené à fumer ou qu'il amène à fumer ou à se conforter dans le fait d'être addict à la cigarette n'a pas pour autant disparu. Tu vois, parce que il a encore des croyances par rapport au fait qu'il a besoin d'une béquille. La cigarette, c'est une béquille, tu vois, pour pouvoir reposer sa jambe, parce que ben voilà, il n'y a pas l'impression que sa jambe puisse marcher toute seule. Tu vois l'idée, hein, je fais une comparaison comme ça, catégorie, mais voilà, c'est-à-dire que bon, on n'est pas allé au fond du problème, on l'a juste dégoûté de la cigarette. Alors c'est très bien, s'il se brûle à chaque fois qu'il touche une cigarette, il va plus toucher de cigarette. Mais si derrière il prend de la cocaïne, je suis pas sûr que ça lui arrange son problème. Tu vois l'idée. Donc il va falloir traiter le problème plus en profondeur, en accord avec son propre système de croyances, etc. Et donc à ce moment-là, le rôle de l'hypnose, c'est pas de venir mettre une personne en état d'hypnose pour lui dicter ce qu'il doit faire, absolument jamais. C'est de le mettre en état d'hypnose pour ouvrir en fait son inconscient au dialogue et par des métaphores, raconter donc des histoires qui vont permettre de mettre son inconscient dans les meilleures dispositions pour que lui trouve une solution à ses problèmes, pas pour que nous on trouve une solution à ses problèmes. C'est son inconscient qui a créé le nœud.
Et c'est son inconscient qui va venir le défaire. Et comme c'est son inconscient, c'est forcément en accord avec son propre système, si tu veux. Ça s'appelle en écologie avec son système. Alors que nous, venant donner une leçon de vie, c'est pas bien de faire ça, c'est mieux de faire ça. Oui, tu veux maigrir, arrête de manger, va courir. Ouais, c'est très bien, mais ça, il le sait déjà intellectuellement. Mais émotionnellement, il a du mal à le mettre en place. Pourquoi? Parce que les blocages sont à un autre niveau, et c'est pas au niveau conscient, c'est au niveau inconscient. Parfois, on peut les conscientiser, on peut savoir d'où ça vient. Pour autant, émotionnellement, le fait qu'on n'y arrive pas, ça vient bien d'un phénomène inconscient. Et donc, par l'hypnose et certains outils comme les métaphores, on va venir réparer l'inconscient, mais c'est pas nous qui allons le réparer, c'est l'inconscient qui va se réparer lui-même. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait faire en cabinet. Le truc, c'est que c'est pas vraiment quelque chose à mon avis, c'est pas l'outil à utiliser le plus dans le milieu médical. Pourquoi? Parce que là, on cherche un effet rapide, et on cherche pas à transformer des croyances, on cherche par exemple à gérer le stress, à gérer la douleur, etc. Et là, ça se rapproche plus d'un truc qui ressemble un peu à de l'hypnose de spectacle. Tout le monde a vu un peu Mesmer à la télé ou genre de personnes qui vont mettre dans un état d'hypnose et derrière vont donner des ordres et on va voir les gens s'exécuter. Oui. Et c'est vrai que quand il dit à quelqu'un, par exemple, de mettre de la cire sur son bras, alors c'est pas vrai, hein, il y a pas de cire, et d'arracher, et ça va lui faire mal, et on voit que la personne se tord de douleur parce qu'elle s'est arraché des poils qu'elle s'est jamais arraché, hein, c'est purement virtuel. On a pu induire la douleur chez la personne, on peut aussi induire l'analgésie. On le voit dans des opérations à gorge ouverte avec un médecin anesthésiste à côté, mais parce qu'il ne supporte pas les substances anesthésiques, etc., eh bien, on va avoir un hypnothérapeute qui va faire l'anesthésie et la personne est juste sous hypnose, elle est opérée sous hypnose avec la gorge ouverte, elle ne peut pas faire semblant de ne pas avoir mal, tu vois, c'est pas possible ça. Voilà. Donc là, on rentre plutôt dans des suggestions, c'est-à-dire on donne des ordres à l'inconscient, non, tu ne ressens pas ça, non, tu ne te focalises pas là-dessus, tu te focalises là-dessus ou là-dessus. Et ça a plus de pertinence dans le milieu médical, puisqu'on a besoin de faire un truc qui n'est pas dans la durée, on a besoin de faire un truc qui marche de suite, sur quelque chose de très précis, tu vois, et on n'est pas là pour changer des croyances profondes, faire de la thérapie quand on est sur un fauteuil de dentiste ou qu'on est sur une table d'opération, tu vois. Donc l'hypnose, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'elle a comme intérêt? Elle n'a plus l'intérêt thérapeutique de venir changer des croyances, de venir réparer des problèmes voilà, ancrés du passé, etc. Elle a comme objectif un petit peu les mêmes choses qu'on a chez le sportif, tu vois. Obtenir un résultat rapide, on s'en fout s'il est durable, mais on veut qu'il soit maintenant rapide pour aider à ce qu'on veut faire, à faire un match de tennis, à se reconcentrer, à oublier la douleur, à se décontracter sur un fauteuil. Et donc, ça prend tout son sens voilà, sur un fauteuil de dentiste ou une table d'opération, tu vois. Ouais. Ok. Du coup, donc les réels avantages de l'hypnose, c'est qu'on reste quand même. En fait, c'est le patient. En l'occurrence, si je fais le parallèle direct avec le cabinet, c'est le patient qui fait la démarche inconsciemment, et nous, on est là pour les orienter et les guider. Ouais, on va même aller plus loin. Là, c'est vrai que dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de ne pas heurter son système de croyance, on s'en fout, parce que de toute façon, on n'est pas là pour obtenir des résultats durables. Donc là, on va être un petit peu plus dans la manipulation, entre guillemets, c'est-à-dire que on va être dans l'ordre, un petit peu comme tu dis, comme on voit dans l'hypnose de spectacle. Donc une métaphore, ça va être une histoire qui va être là pour mettre l'inconscient dans certaines conditions qui vont lui permettre d'aller réparer des problèmes qu'il a créés, mais ça on oublie, c'est plutôt le côté thérapie. Et la suggestion hypnotique, l'ordre brut qu'on va donner une fois que quelqu'un est en état d'hypnose, eh bien ça va être plus propice, si tu veux, au milieu hospitalier. Voilà. Maintenant, entre les deux, on passe pas d'une méthode très douce à une méthode brutale, c'est pas ça que je veux dire non plus, c'est qu'il y a quand même une manière déjà d'induire l'état d'hypnose qui se fait de manière conversationnelle et très douce. Voilà, c'est pas d'or forcément. Donc, c'est la première chose. Et ensuite, dans ce qu'on va proposer comme suggestion, c'est pas forcément tu l'as pas mal. On va pouvoir détourner l'attention sur un autre point, tu vois, pour qu'il soit pas focalisé sur la dent qui lui fait mal ou tu vois, la psychose de la douleur parce que waouh, il va être confronté à une aiguille et il a l'impression que ça va faire beaucoup plus mal que ce qui est le cas en réalité, tu vois, etc. Donc oui, et les suggestions vont être un des outils qui vont permettre justement d'aborder ça, plutôt que la métaphore qui est plutôt utilisée pour le cabinet, on va dire. Tu vois, enfin, pour le cabinet, pour traiter des problèmes plus récurrents et plus profonds, etc. Oui, s'il venait en thérapie sur quelque chose de plus… Voilà, là on serait plus avec un outil prépondérant qui serait les métaphores, même si les autres outils existent aussi et ont leur utilité. Là, on va plutôt être sur des choses un peu plus directes, parce qu'on ne veut pas des résultats durables, on veut juste des résultats rapides, courts dans le temps, et qui permettent de mieux faire son opération, etc. Tu vois. Ok. J'ai une petite question d'Estelle qui me dit, du coup, donc vous arrivez à guérir la cause première.
Donc, dans le principe… Oui, en cabinet, oui, on arrive à guérir la cause première. Oui, c'est ça, exactement. Et encore que, et on n'a même pas besoin de la connaître. C'est ça qui est assez Oui. extraordinaire. Et quelque part, ça fait sens. Quelque part, ça fait sens. Parce que quand tu vas faire une séance chez un psychologue, le psychologue, il va te poser un certain nombre de questions pour t'amener toi-même à conscientiser ton problème et du coup à le régler. Très bien, c'est une méthode et c'est très bien. Et en effet, ça peut prendre le temps que ça prend, parce qu'avant de conscientiser, si tu mets 4 ans, c'est pas rare de faire une psychothérapie de 4 ans, tu vois. Bien sûr. Parce que parfois, il faut prendre 4 ans pour trouver le fond du problème. Nous, alors ben, on va dire, mais alors pourquoi le psychologue, le psychothérapeute, il va mettre 4 ans, vous allez mettre 3 séances? Ben parce qu'on s'en fout du fond du problème. Et on s'en fout pas. C'est-à-dire qu'on s'en fout d'en avoir conscience. Par contre, on veut que ce soit l'inconscient qui aille trouver le fond du problème et qui arrive à résoudre ça. Est-ce que tu vois, est-ce que tu perçois la nuance entre faire tout le travail de conscientisation, de dire « Ah, mais je comprends d'où ça vient », qui peut prendre 4 ans, et le fait de dire « Ok, moi, que je sache d'où ça vient ou pas, ça m'intéresse pas. Limite, toi, ça devrait même pas t'intéresser. Le tout, c'est que le problème disparaisse, et il y a plus rapide que toi ou moi pour trouver le problème où il est et l'arranger, c'est ton inconscient. » D'accord. Donc, on va mettre des totems un peu comme ça, on va jalonner le terrain, on va faire en sorte que lui aille trouver son chemin pour résoudre le problème. Bien souvent, ça s'accompagne aussi d'une conscientisation. On réalise que « Ah ouais, mais c'était peut-être ça, etc. » Oui, bien souvent. Mais l'inconscient est plus rapide que nous, si tu veux, pour aller trouver la solution. Parce que souvent, c'est bien lui qui a créé le problème. Tu vois, Tu vois, par exemple, tu as quelqu'un qui fait une phobie de l'eau. Intellectuellement, il sait très bien que dans 1 mètre d'eau, il ne va pas se noyer, tu vois. Bon. Mais par contre, il n'arrive plus à approcher l'eau. Pourquoi? C'est pas pour l'emmerder, hein. L'inconscient génère un état de stress et de panique à l'approche de l'eau parce qu'il a associé eau à danger de mort. Parce que sans le savoir, une fois, il y a un gars qui se fait une crise cardiaque dans l'eau 10 ans auparavant et tu as associé eau à danger de mort et pour te protéger, ton inconscient te fait avoir une attaque de panique au moment où approcher de l'eau. Et ça marche super bien, tu n'approches plus, tu risques plus de mourir. Malgré que consciemment, tu comprennes bien que l'eau ne représente aucun danger dans 1 mètre, voilà, dans 1 mètre d'eau. Donc il va falloir dire à l'inconscient, lui faire réaliser, non mais regarde, d'accord, il peut y avoir des dangers dans l'eau, mais aller se baigner dans 1 mètre d'eau, ça va. Jusque là, on peut y aller quand même, tu vois. Et c'est à l'inconscient de faire ce travail, tu vois. Alors moi, j'ai pas besoin de savoir qu'il y a 10 ans, il y a un mec qui s'est noyé, machin, et que ça vient de là, et que c'est pour ça que… J'ai pas besoin de savoir ça, j'ai besoin de mettre en place les conditions nécessaires pour que l'inconscient arrête de générer un état de panique au moment où elle approche de l'eau. D'accord. Donc pour répondre à Estelle, voilà, on va jusque-là. C'est à l'inconscient d'aller jusque-là, en fait. Nous, on jalonne juste le terrain. Ok. Du coup, est-ce que c'est clair? Je l'espère. Oui, je pense que ça l'est quand même. Donc, du coup, on a vu un peu comment, justement, on pouvait l'appliquer au cabinet dentaire. J'ai d'autres petites questions, tant qu'à faire, comme ça nous permet de développer. Quels sont j'ai une question. Quels sont les outils, les suggestions hypnotiques à utiliser en cabinet dentaire? Donc là, je pense que c'est plus technique. Oui, parce que ça va dépendre. En fait, ça va dépendre ça dépend pas que de nous. C'est-à-dire qu'on peut pas. Ça serait un peu présomptueux de penser qu'il y a une commande qui marche pour tout le monde quelque part. Tu vois. C'est déjà, on n'a pas tous le même état de transe. C'est-à-dire que transe, le mot fait un peu peur, mais c'est simplement un état de conscience modifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment bien clarifié ce qu'était l'hypnose aussi. Si tu veux que je fasse une petite digression là-dessus pour que les gens… Oui, bien sûr. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais l'hypnose, mais en fait, je comprends pas ce que ça fait dans la tête finalement. » Tu vois. L'hypnose, déjà, c'est pas un état d'inconscience. À aucun moment, vous êtes inconscient. Donc déjà, il faut le comprendre. Pour communiquer avec l'inconscient, il ne faut pas être inconscient. Il faut être super conscient, en fait. Et l'état d'hypnose, c'est quelque chose que vous connaissez tous et toutes plein de fois dans la journée, sans le savoir. Combien de fois vous êtes surprise à regarder… Je vais arrêter avec le truc inclusif parce que ça me gonfle un point. Donc, oui, voilà, vous avez compris. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de filles, mais bon. Donc, à lire un livre, et quand vous lisez un livre, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vous parle à 1 mètre et vous l'entendez même plus parce que vous êtes complètement plongé dans l'histoire, le personnage, etc. Ouais. Et plus il y a de détails dans le livre, plus vous êtes plongé dedans et vous n'entendez plus quelqu'un qui vous parle à 1 mètre. C'est un état de conscience modifié. Parce que pourquoi ne pas entendre quelqu'un qui est à 1 mètre? Votre oreille fonctionne, mais le message va plus au cerveau. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Voilà. Et le Seigneur des Anneaux, la personne à côté, elle n'a rien à y faire. Voilà. Combien de fois vous allez être devant une série et ça va vous faire le même effet? Et là, pour ceux qui conduisent, vous allez vraiment comprendre ce que c'est. Ça nous est tous arrivé, pour ceux qui conduisent, hein, de prendre une voiture, de faire un chemin qu'on connaît par cœur, et de se dire parfois au bout de 20 minutes,
merde, je suis déjà là. Putain, je me souviens même plus que j'ai fait tout le parcours en fait. Ouais, c'est fou. Ça arrive. De se dire, je suis déjà là, mais alors c'est pas que le temps est passé vite, c'est que j'ai même plus réalisé qu'en effet, oui, je suis passé devant le magasin de machin, j'ai pris la route de trucs, j'ai pris le rond-point, je me retrouve là, et ça, c'est arrivé à tout le monde. Mettez dans le chat hein, si je dis des bêtises ou si ça vous est déjà arrivé, rassurez-moi, mais en général, ça vous est déjà arrivé, au moins une fois. Je crois. Et en fait, vous étiez pas endormi, parce qu'on a tous fait le test aussi de s'endormir en voiture, hein, c'est-à-dire que d'avoir les yeux qui se ferment. À la seconde où les yeux se ferment, on a frôlé la mort 10 fois. C'est-à-dire que waouh, en 2 secondes, on reprend le volant. Donc vous imaginez bien que vous n'étiez pas en train de dormir pendant un quart d'heure. Sinon, vous seriez mort depuis longtemps. Forcément. Vous étiez en parfaite sécurité. Vous n'avez eu aucun à-coup, aucune secousse. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Et donc vous étiez dans un état de conscience, pas d'inconscience. Sinon, vous seriez mort. Mais un état de conscience modifié, tout simplement. C'est pas l'état de conscience standard. Sinon, bien sûr, vous seriez rappelé du chemin. Et vous auriez été conscient pleinement de tout le chemin. Donc en fait, on a des ondes dans le cerveau qui fonctionnent à certaines fréquences qu'on peut voir sur les électroencéphalographes, etc. Hein. Voilà, on a tous vu ça. Et surtout dans le domaine médical. Et en effet, quand on est en train de se parler là, et que c'est vraiment notre cerveau gauche très analytique qui va venir prendre possession de nos facultés, on va dire comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on est sur certaines ondes, les ondes bêta, on appelle ça. Et puis on va descendre dans des ondes alpha, etc. Et en fait, il y a un certain niveau d'onde qui correspond à un état que rencontrent les grands méditants ou des gens en état de conscience modifié. Tu vois? Donc voilà, l'état d'hypnose, c'est ça, c'est un état de conscience modifié, pas un état d'inconscience. Et c'est un état qui permet de communiquer avec l'inconscient dans le sens où il est beaucoup plus open, on a toutes nos ressources qui sont connectées en même temps, et c'est ça qui fait un état de conscience modifié. Donc en fait, on est super conscient. Donc quand vous voyez des gars faire les canards ou les poulets à la télé parce que Mesmer a donné l'ordre de le faire, c'est pas qu'ils sont inconscients, c'est qu'en fait, ils sont non seulement conscients qu'ils le font, et en plus, ils ont donné leur accord implicite en fait de le faire, ils sont consentants. On pourrait pas dire à quelqu'un saute par la fenêtre et suicide-toi. Son inconscient le bloquerait automatiquement parce qu'il n'est pas consentant pour le fait de mourir, sauf s'il est consentant. Bon, là, on découvrirait qu'il est suicidaire, mais ce serait trop tard, malheureusement. Mais tu vois l'idée? Oui. D'ailleurs, il y avait un spectacle de sa part, je ne suis pas là pour faire sa promotion parce que mais il y avait un spectacle de son côté où il y avait des serpents en plastique, tu vois, dans un bocal. Il disait aux gens que c'était des vrais serpents. Et donc les gens voyaient des vrais serpents alors que c'était pas vrai, c'était des serpents plastiques. Et donc forcément ils avaient très très peur, ils approchaient pas. Et ils poussaient le gars à prendre le serpent. Le gars était dégoûté. Alors nous on rigolait parce que forcément c'est un serpent en plastique, mais le gars pensait que c'était un vrai serpent parce que il avait induit dans son esprit de voir un vrai serpent. Et donc le gars était dégoûté, il avait très peur. On voit que le rythme cardiaque était assez élevé, tout ça. Et puis il était vraiment dégoûté. Par contre, il y a une autre fille. Il a essayé de lui faire faire. Elle est tombée en pleurs, panique, c'est comme si elle se réveillait, etc. Parce que là, on était sur une phobie, on n'était pas juste sur « oh merde, ça me dégoûte un peu », tu vois. Et là, l'inconscient a bloqué, il était impossible de lui faire faire quelque chose qui était associé à un danger de mort, tu vois, comme la faire nager au large alors qu'elle a une phobie de l'eau, tu vois, ça c'est pas possible. Donc, sachez que vous êtes en sécurité en état d'hypnose, tout ce que vous risquez en tombant sur un mauvais hypnothérapeute, c'est de perdre 60 €. Voilà. Mais par contre, vous risquez rien du tout. Il va pas induire des choses dans votre esprit qu'on refuse. Que vous allez refuser, ou que votre inconscient va refuser, etc. Va bloquer. Ça, c'est pas possible. Hein. Oui, on a toujours le warning qui va venir se mettre là. Oui. Votre inconscient, c'est votre meilleur ami. Hein. Il essaye de vous protéger. D'ailleurs, il vous fait respirer sans que, on respire pas vraiment consciemment. On peut conscientiser qu'on respire, mais sans le conscientiser, on respire quand même. D'ailleurs, quand on dort, on respire. Bon. Tous les gestes de posture, les réflexes myotatiques, etc., on les gère pas consciemment. On se dit pas, attends, d'abord je vais contracter le tenseur du fascia lata pour mettre ma jambe. Non, tu marches et tu y penses pas. Et tout cet ordonnancement de contraction musculaire, il est géré inconsciemment. Donc ça nous permet de gagner énormément de temps, tous ces automatismes que l'inconscient va gérer. Pendant que nous, on gère 5 informations difficilement en conscience, l'inconscient, il gère des millions, près de 400 millions, on parle peut-être même d'1 milliard d'informations par seconde. D'accord. Donc heureusement qu'il est là, mais en même temps, ça veut dire que toute notre interaction avec l'extérieur, pour 99,9999%, elle se fait par notre inconscient. Elle se fait inconsciemment. Donc si on laisse n'importe quoi rentrer et sortir par le biais de notre inconscient et qu'on fait jamais un peu de nettoyage, ben on en vient à développer peut-être des phobies, des maladies, des choses, des comportements tout simplement qui viennent s'ancrer en nous parce qu'ils ont été générés automatiquement, tu vois.
Et de temps en temps, il faudrait revenir un petit peu, mettre les mains dans le cambouis et dire, bon, regarde, j'aime bien mon meilleur ami automatique là, qui gère tout ça, il est très sympa, il m'aide à plein de choses dans la vie, mais parfois, il est un peu déréglé sur certains points, et il fait des choses où il me fait faire des choses qui me plaisent pas forcément. Des réactions de jalousie, des réactions de colère, peut-être que je peux gérer ça en état d'hypnose parce que justement, c'est mon inconscient qu'on va venir traiter, soigner quelque part. Est-ce que là aussi, ça fait sens ce que je vous présente ou pas dans le chat? N'hésitez pas, si c'est pas clair, je peux préciser. Oui, on a eu des retours par rapport à ton anecdote de la voiture. Hein. Il y a beaucoup de monde qui arrive à vivre ça. On l'a tous eu, je crois, une fois dans notre vie. On l'a tous eu, voilà. C'est un état de conscience modifié, tout simplement. Donc là, avec l'hypnothérapeute, c'est que c'est lui qui va l'induire. Voilà, c'est lui qui va l'induire. Tout simplement. Donc, admettons, j'essaie de prendre un cas un peu plus concret d'un patient. Tu es sur un fauteuil et à un moment donné, à quoi tu vas t'exposer? Tu vas t'exposer. Bon, déjà, tu as le stress avant. C'est-à-dire que tu te demandes toujours. Oui. Bon, déjà, tu as une salle d'attente. C'est jamais très fun. Alors, on peut mettre les magazines qu'on veut sur les tables. Tu vois ce que je veux dire? La période d'attente, il y a un stress de l'attente, il y a une anxiété de l'attente déjà, parce que bon, c'est pas agréable, ça dure longtemps. Souvent, plus ça dure, plus c'est stressant. Oui, bien sûr. On se demande si on va avoir mal, même si on n'a pas spécialement peur de ça, c'est jamais une ambiance très, très reposante. C'est pas fou d'arriver un peu mal installé, même dans les meilleures salles d'attente du monde, avec des gens à côté, qui parlent, peut-être des enfants qui crient, enfin, tout ce qui peut se passer dans une salle d'attente. Même si elle n'est pas cauchemardesque comme je veux le décrire là, mais tu vois, c'est toujours un peu emmerdant. Et tu vas attendre 1 heure pour passer sur le fauteuil, c'est pas très étonnant si tu es un peu contracté sur le fauteuil. Sauf que si tu es contracté, tu vas peut-être pas ouvrir la bouche, on va te le répéter 5 fois. Le fait d'être contracté, forcément, ça va pas aider à avoir moins mal. Tu vois, déjà, tu as tout ça. Après, tu es sur le fauteuil, demain, il faut une anesthésie. Il y a la peur de la piqûre, il y a ce stress-là, il y a le goût amer de ce que ça représente, etc. Ça aide pas à se détendre non plus. Bon, voilà. Et donc, en fait, on a une expérience chez le dentiste qui est pas bonne du tout. Parce que, en général, c'est celui qui fait mal. C'est celui chez qui on attend pour se faire un peu triturer. Bon, il y a tout ça. Donc, c'est vrai que d'être dans un fauteuil et de pouvoir déjà se relaxer et avoir une meilleure expérience chez un autre dentiste, parce que là, celui-là, il saurait pratiquer, il saurait détendre quelqu'un et pas simplement en disant détendez-vous, ouvrez la bouche. Oui, mais ça, bien sûr, mais voilà. Déjà, c'est un premier truc. Ensuite, bien sûr, il y a la peur d'avoir mal. Et ça, on peut la combattre aussi. On pourrait émettre des suggestions. Alors, c'est pas la suggestion, elle va être très simple. En gros, c'est de détourner l'attention, par exemple, qu'on va avoir sur sa bouche ou sur les mains du dentiste qui est en train d'opérer, et de détourner l'attention vers quelque chose de plus agréable. Alors, soit vers un autre point de son corps, c'est pas tout à fait possible, ou vers quelque chose, genre vers ce qu'il y a au-delà de la fenêtre, ou une visualisation, c'est-à-dire vraiment s'évader et partir vraiment dans le Seigneur des Anneaux, pour le coup. Tu vois, ça marche pour la personne qui te parle à 1 mètre, ça marche aussi pour le type qui est en train de faire le soin, d'opérer sur toi et de faire le soin, tu vois. Donc, voilà. Par contre, c'est pas tant la suggestion qui est quelque chose de très technique, ça va être la mise en transe qui va être technique. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est en transe et qu'elle est ouverte aux suggestions, de lui dire de détourner l'attention de ce point-là à ce point-là, sur la cuisse par exemple, ça c'est pas très compliqué. Tu vois, si on a quelqu'un qui a les 2 mains, tu vois, par exemple pour l'aider à se détendre, on pourrait lui demander d'avoir les 2 mains sur les cuisses, paume contre cuisse, tu vois, par exemple. Forcément, il y a à partir du moment où il a ses mains contre sa peau, contre son jean, peu importe, il y a une chaleur qui se dégage. Porter l'attention sur cette chaleur-là, déjà, ça peut être une des suggestions. Donc, ça peut être quelque chose du style, placez-vous comme ça, etc. La personne, elle est consentante, elle va le faire. Hein. C'est pas la peine d'être en état d'hypnose pour lui demander de prendre une position qu'on estime pour elle plus confortable, hein, surtout si on lui dit que c'est pour son bien. Donc, elle le fera. Et ensuite, derrière, de la faire se concentrer sur la chaleur qui se dégage de la paume de ses mains, parce que tout simplement, elle est en contact avec quelque chose et donc ça émet de la chaleur. C'est pas très compliqué, tu vois. Donc, ça peut être, vous pourriez vous concentrer sur la chaleur que vous ressentez à l'intérieur de la paume de vos mains. D'accord. Vous pourriez ressentir cette chaleur monter le long de vos avant-bras, de vos coudes, de vos épaules, une chaleur rassurante, tu vois, etc. Sauf qu'avant ça, pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut d'abord qu'on ait induit un état de conscience modifié. Et ça, c'est tout l'art de la mise en transe, c'est-à-dire de l'induction, ce qu'on appelle l'induction, le fait de mettre quelqu'un en état d'hypnose. Une fois que ça y est, de donner cet ordre-là et du coup de faire se concentrer la personne sur des états positifs, sur un autre point, sur une chaleur, alors que
elle pourrait d'emblée être concentrée sur quelque chose de plus douloureux, ça peut aider. Ça peut être une visualisation, ça peut être lui demander de se souvenir d'un endroit sympa, un endroit rassurant, tu vois, un endroit de son enfance. Et là, l'idée dans la visualisation, c'est de faire jouer les sens. C'est-à-dire que là où un livre est très fort, c'est que plus il y a de détails, je disais, tu vois, plus tu vas être dedans, parce qu'il va te faire en même temps sentir, toucher, etc. Et nous, on décode la vie extérieure qu'à travers nos 5 sens. D'accord ? On n'a que ces sens-là pour décoder. Donc, le toucher, l'ouïe, etc. Donc là, si on sollicite ces sens-là, même sur quelque chose aujourd'hui qui est virtuel, parce que la personne elle est dans un fauteuil, elle n'est pas à la plage, voilà. Donc c'est peut-être mais peut-être qu'elle a un bon souvenir qui lui plaît de plage, de montagne, de paysage, d'enfance, de quand elle était chez ses grands-parents et qu'elle mangeait des tartes aux myrtilles, j'en sais rien, mais elle a forcément ça. On peut lui demander de se souvenir de quelque chose de rassurant pour elle. Un espace où elle se sentait pleinement en sécurité, face à l'insécurité d'avoir mal, etc. Et de là, bien sûr, vous ne savez pas comment c'était chez sa grand-mère. Donc, on ne peut pas lui dire vous vous souvenez de cette grande porte verte quand vous rentrez. Elle va dire attends, la porte verte, c'était un portail en fer, je ne vois pas de porte verte. Où il est allé chercher la porte verte. Donc, soit vous lui parlez de quelque chose qui n'existe pas et vous créez le paysage, et en ce cas-là, ça peut être une porte verte et il n'y a aucun problème. Mais si vous lui faites remémorer un souvenir, vous ne pouvez pas être en dissonance par rapport à son souvenir. Donc, la visualisation, elle va plutôt être de l'ordre de vous vous souvenez du chemin amenant à l'entrée de la maison de vos grands-parents. Et là, c'est elle qui va se mettre. Rappelez-vous les odeurs, les bruits, le son de vos pas sur le sol. Et là, du coup, si c'est un sol carrelé, elle se souviendra d'un sol carrelé et ça fera ce son-là. Si c'est de la terre, elle se souviendra de la terre. Mais c'est pas nous qui disons terre ou sol carrelé parce que on n'en sait rien. Mais le fait de lui rappeler le son de ses pas sur le chemin qui mène à l'entrée, tu vois, la texture de la poignée au moment où elle s'en saisit, de quelle température elle est. Donc, il y a la texture, c'est du toucher, la température, c'est du toucher aussi. Le fait de tourner cette poignée ou de l'activer pour éviter de savoir si c'est à tourner ou à descendre, tu vois, mais bon, une poignée, ça se tourne toujours plus ou moins, on va dire. Donc, voilà, le poids de la porte au moment où elle ouvre. Et qu'est-ce qu'elle peut y voir? Sur quoi ça ouvre exactement? Les gens qui y sont, leur visage, ce qu'ils en disent. Et là, très vite, on construit le paysage et tu vois qu'on est beaucoup moins anxieux ou anxieuse de ce qui est en train de se passer. Tu vois, c'est un exemple. Hein. Donc la visualisation, ça peut être un exemple. Le fait de porter son attention sur un autre point ou sur des sensations corporelles différentes que celle-ci, ça peut être aussi une solution. Ce qui va en déterminer l'efficacité, c'est certes un petit peu la manière dont on va le raconter, les détails qu'on va y mettre, la manière dont on va aller solliciter ses sens, un peu comme je viens de le dire, tu vois. Mais avant ça, bien sûr, il faut qu'elle soit en état d'hypnose. Parce que si elle ne l'est pas, ça sera pas alors ça peut être bien quand même. Hein. C'est quand même de l'hypnose, même sans avoir suscité l'état d'hypnose au début. Le fait de parler de ça, c'est déjà pas mal. Mais bon, si on veut parler d'hypnothérapie, il faut d'abord parler d'état d'hypnose. Est-ce que ça fait sens chez un peu tout le monde, ce que je dis ou, Oui, notamment par rapport à la salle d'attente, à toute cette anxiété. On a quelques petites questions, je dirais peut-être un peu plus techniques. Qu'est-ce qui fait? J'ai Estelle qui demande, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un état émotionnel puisse bloquer des capacités qui reviennent une fois la sollicitation terminée? Est-ce aussi une modification de l'état de conscience? Donc, l'hypnose, c'est une modification de l'état de conscience, quoi qu'il arrive. C'est un état de conscience modifié, ça certes. Ensuite, sur la question, c'était de dire qu'est-ce qui fait qu'un état émotionnel puisse bloquer des capacités qui reviennent une fois la c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on peut solliciter, enfin on est dans un état émotionnel en général qui génère des comportements. Nos comportements, ils sont en réaction à un état émotionnel et en effet, ces émotions, elles sont générées par l'inconscient. On aimerait tous ne pas être jaloux, être calme, être zen et être heureux, mais on voit que c'est pas ça qui vient. Pourquoi? Parce qu'on a un état émotionnel qui nous arrive stimulé par des événements extérieurs, souvent. Et parce qu'on est très dépendant des événements extérieurs, dès qu'il nous arrive un truc, ça génère un état émotionnel. Et ça arrive inconsciemment. C'est trop tard. On a envie de fumer, c'est trop tard. Alors après, on se dit non, merde, je veux pas fumer parce que c'est pas bon et je résiste et j'ai pris la décision de pas fumer. Oui, mais là, on est en train de lutter contre une force qui est incommensurable. Pourquoi? Parce que elle revient tout le temps. C'est ce que dit Estelle. C'est-à-dire que ce truc-là va tout le temps revenir. Donc on va résister une fois parce qu'on va être motivé, parce que là, ça y est, on a pris la décision.
Sauf que comme 5 minutes, dans 5 minutes, demain, après-demain, le jour d'après, le mois d'après, à un moment donné, quand on est un peu plus fatigué, un peu moins, tu vois, on va fumer une cigarette parce que, bon, après tout, merde, ma journée a été assez difficile comme ça, tu vois. Et le souci de ça, c'est que si le changement s'est pas fait en profondeur, forcément, ce qu'on va induire comme état émotionnel, ça va disparaître, tout simplement parce que on n'a pas traité le sujet en fonction de ses croyances, de ses propres croyances, de l'origine de son problème, etc. Donc on peut induire un état émotionnel qui est différent, qui va l'empêcher de fumer pendant un moment, mais dès que cette induction ne fait plus effet, on va dire, je sais pas si tu veux dire comme ça, ben, les états émotionnels basiques vont revenir et il aura encore envie de fumer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un changement en profondeur. Là, on repart. Là, on est revenu. Estelle est revenue sur le côté thérapie, par contre. Tu vois. Donc là, oui, là, on repart sur quelque chose de plus global. Donc là, c'est faire en sorte que l'inconscient aille vraiment changer, aille traiter le problème à l'origine du problème, pour qu'il trouve une solution meilleure à l'angoisse, à l'anxiété, à l'émotion, peu importe l'émotion que c'est, quelque chose de meilleur que la cigarette, pour pouvoir traiter de la même manière ou compenser de la même manière, tu vois, le mal-être à tel moment. Donc, soit on arrive à corriger le mal-être ne se présente plus. Alors on va dire, bah alors c'est encore mieux. Oui, sauf qu'on ne peut pas soigner tous les mal-être du monde. Il faut bien être conscient qu'on a tous des problèmes et qu'on sera tous, à moins de devenir un très très grand moine bouddhiste, on aura tous d'extrêmes difficultés à gérer à un moment donné les événements extérieurs qui nous font pas plaisir. On sera toujours un peu énervé. Si à ce moment-là, on revient vers la cigarette, il y a un problème. Donc oui, si c'est un mal-être très ciblé, si tu veux, faire en sorte que ce mal-être n'existe plus, c'est très bien, ça nous évitera de fumer. Mais si on élimine un mal-être, mais que derrière, de toute façon, il y en aura toujours d'autres, et que dès qu'il y en a un autre, on se rabat sur la cigarette, ce qu'il faut, c'est dissocier donc le mal-être de la réaction qui est, c'est la cigarette qui me calme. Non, tu as autre chose pour te calmer. Et ça, c'est plutôt les métaphores, tout ça, qui vont l'amener, parce que ça demande un changement profond. Du coup, ça ne reviendra pas à Estelle. Mais une suggestion comme ça, bah, ça va faire son effet un moment, mais comme c'est pas en accord avec déjà tes croyances, tes valeurs, ce que tu as construit pendant 30 ans, 40 ans, etc., c'est pas parce que je te donne un ordre que c'est fait, parce que c'est pas de la magie, tu vois. Et donc oui, ça va s'épuiser, forcément. D'accord. Et tu as un délai, je dirais, parce qu'on a cette question qui est revenue. Combien de temps tu peux mettre quelqu'un en fait sous cet état d'hypnose, admettons pour le soin? Est-ce que c'est quelque chose qui est tenu par le temps? L'action peut être sur. Oui, en fait, on pourrait l'entretenir tout le temps tant qu'il est consentant, parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, il pourrait ne plus être consentant et il y aurait un blocage à ce moment-là, certes. Maintenant, l'état d'hypnose, une fois qu'on est sorti d'une séance, on a fait ce qu'on appelle une sortie de transe, donc on a enlevé cet état d'hypnose, mais on pourrait mettre quelqu'un en état d'hypnose et le laisser comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, ça s'en irait, mais ça va dépendre des personnes. Il y en a chez qui ça va durer un peu plus longtemps, d'autres moins, mais tôt ou tard, ils sortent naturellement d'état d'hypnose parce que, voilà, c'est pas quelque chose de durable en lui-même, quoi. Maintenant, on pourrait le maintenir très longtemps. Après, il y a des étapes post-hypnotiques aussi. C'est pas rare de voir à la télé, par exemple, des spectacles où la personne, on le sort de son état d'hypnose. Donc on lui dit, ça y est, à 3, tu vas revenir voilà, pleinement conscient de ce que tu as fait, de ce que tu es, etc. Machin. 3, 2, 1, ça y est, tu reviens, machin. La personne, elle est revenue, elle dit, ouais, quel génial. Par contre, on a induit avant qu'à chaque fois qu'elle entendait telle chanson, elle se mettait à faire du surf sur sa chaise, tu vois. Ouais. Et donc, elle est complètement consciente, elle est normale, sauf que quand 10 minutes plus tard, il y a la chanson qui part, on voit la personne se lever sur la chaise et faire du surf. Et ça, c'est un état post-hypnotique, en fait. C'est une suggestion qui a été donnée avant, mais post-hypnotique, parce qu'elle se réalisera même après l'état d'hypnose, tu vois. Alors, ça s'évanouira aussi au bout d'un moment. C'est pas à vie dès qu'elle entend cette chanson et commence à faire du surf, tu vois. Mais ça peut durer un long moment. Tu regardes un spectacle de Mesmer, tout le spectacle, il peut mettre la musique, tout le spectacle, et les mecs, ils se lèvent et ils font du surf de partout dans le public, tu vois. Et parfois, même des gens qui n'étaient pas sur scène, qui juste en l'écoutant parler à ceux qui étaient sur scène, eux, ils sont au dernier rang en haut, et tu te tournes et il y a des gens qui sont en train de faire du surf, en train de dire, mais qu'est-ce qui leur arrive, quoi, tu vois. Donc, parce qu'on est plus ou moins sensible aussi. Voilà. Ça dépend des sensibilités. Ça dépend de la sensibilité qu'on a à l'hypnose, de sa réceptivité. Mais on y est tous réceptifs, puisque on est tous capables de connaître l'état d'hypnose tout seul, on va dire. Donc on peut pas dire non, c'est pas vrai, je suis pas réceptif. Non, non, vous êtes tous réceptifs. C'est un état naturel qu'on connaît pendant l'endormissement, qu'on connaît pendant la phase de réveil. Enfin, on connaît. Par contre, le fait que quelqu'un vienne l'induire chez vous, là, vous pouvez être très résistant à ça. Et en effet, ça demanderait soit de travailler plus sur des personnes, soit donc en effet, il y a une partie des gens qui est très très résistante au fait que ce soit quelqu'un qui veuille induire l'état d'hypnose chez elle. Malgré le fait qu'elle soit prête à payer pour ça parce qu'elles veulent guérir, mais elles n'arrivent pas à se laisser faire. Tu vois, c'est plus fort qu'elles. Ça peut arriver. Mais sinon, on est tous réceptifs à l'état d'hypnose, par définition. Ok. Du coup, on est bien d'accord que là, on a parlé de l'état hypnotique.
Ce qu'il faut qu'on voit, en fait, je pense, du coup, par la formation, parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, mettre quelqu'un en état d'hypnose. Il faut se former à Ouais, il ça faut se former, oui. pour avoir les techniques, justement, d'accompagnement. Parce que là, il y a des questions qui reviennent par rapport au timbre de voix, comment susciter cet état d'hypnose. Là, en l'occurrence, il faut suivre une formation bien spécifique. Et là, vous avez toutes les clés et les outils pour pouvoir dispenser l'hypnose, en fait, dans le milieu dentaire. C'est comme tous les métiers, ça s'apprend forcément. Et alors ça s'apprend, c'est-à-dire que bien sûr au début il y a un peu de théorie, il faut la pratiquer et ensuite par l'expérience on affine. C'est vrai qu'étant donné que c'est une communication aussi d'inconscient à inconscient, plus on le pratique, plus on voit que l'hypnothérapeute est en confiance, j'ai envie de dire, plus on sera réceptif aussi. Oui. Si on sent un malaise dans sa pratique, il y aura une dissonance et voilà, forcément, on ne va pas être forcément réceptif à l'état d'hypnose. Quand on est en face de quelqu'un qui maîtrise ça, pour qui c'est super fluide, qui dégage beaucoup de confiance, en effet, ça sera plus facile aussi. Donc oui, l'hypnose, on peut commencer à avoir des techniques très rapidement et ensuite on va devenir meilleur et meilleur avec la pratique puisque plus on sera à l'aise, plus il sera facile pour l'inconscient du sujet de se laisser aller aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr, c'est qu'une question de pratique. Maintenant, il y a des outils très, très clairs pour mettre une personne en état de transe. Il y a des outils qui peuvent passer par le toucher. La rupture de pattern, par exemple. Alors, la rupture de pattern, un pattern, donc un patron, qu'est-ce que c'est? C'est une habitude. Donc, par exemple, imagine que tu as quelqu'un qui vient en face de toi, tu as un rendez-vous avec un homme que tu connais pas. Pour un rendez-vous professionnel, en général, vous allez vous serrer la main. Bon. Donc, vous allez vous serrer la main et tu sais déjà comment ça va se passer. Tu vas tendre la main, il va tendre la main, ça va faire ça 2 fois, peut-être 3 maximum si il est un peu, voilà. Et ça va faire ça, et puis vous allez vous lâcher, et puis vous allez y aller. Si par contre, on arrive, tout est naturel, je te serre la main, tu me donnes la main, je commence à faire ça, et puis d'un coup, je te lâche pas la main, là, il y a un malaise. Et là, tu vas dire, pourquoi il me lâche pas la main? Ça devient long. Et au moment où tu crois que je vais lâcher la main, je dis, oh là, vous êtes un peu tendu peut-être, non? Attends, juste une chose, essayez de vous détendre, juste une seconde, le poignet, essayez de vous détendre, et au moment où elle est détendue, tu prends la paume de sa main et tu la mets face à son visage comme ça, c'est tellement inattendu et c'est tellement surprenant que ça vient rompre un pattern. C'est-à-dire que c'était une habitude qui paraît tout à fait, vous voyez, enfin tu vois, c'est quelque chose, normalement on avait prévu que ça allait se passer comme ça, mais d'un coup il y a quelque chose de très surprenant qui arrive. Et la situation est tellement irréelle que le fait de donner un ordre très simple juste après ça, bien, qu'est-ce qui va se passer? L'inconscient va venir s'y référer parce que la première chose qui va venir recoller un peu à la réalité, à quelque chose qui nous paraît être un petit peu logique, il va venir s'y référer parce que c'est le meilleur moyen pour vous de repartir dans votre zone de confort, alors que jusqu'à maintenant, la situation est devenue largement inconfortable. Et donc, on est venu rompre un pattern. Une rupture de pattern qu'on se fait tout seul, c'est quand on loupe une marche dans l'escalier. Donc on sait très bien comment ça va se passer. Deuxième, troisième, quatrième, c'est bon, on a compris la hauteur de la marche, donc tu vois, on sait à l'exact. D'ailleurs, on ne le réfléchit même pas. L'inconscient, il vient poser ses pieds et on sait déjà comment on va rebondir, tu vois. Tac, 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 tac. Tu loupes une marche, waouh, là tu vois le malaise que ça fait. Si à ce moment-là tu viens donner un ordre, et l'ordre c'est détends-toi ou dors, il y a de fortes chances que justement l'état d'hypnose soit induit par ce biais-là. Donc ça serait une des manières, tu vois. Mais là, ça nécessite un toucher, par exemple. Tu vois, ça peut être serrer la main, ça peut être prendre. Ensuite, il y a un état d'hypnose qu'on peut induire de manière plus conversationnelle. Et donc ça, ce sont des outils de construction de phrases, on va dire, qui vont permettre de tenir un discours au conscient et un discours à l'inconscient. Un discours que le conscient entend, qui est intelligible, qui veut dire quelque chose, on ne raconte pas n'importe quoi, hein, c'est pas un code de la NASA, tu vois, tu parles et puis voilà, c'est tout à fait intelligible, mais à l'intérieur des phrases et du discours, il y a un sous-discours qui, lui, n'est perçu que par l'inconscient. Et comme le conscient, lui, ne le perçoit pas, il ne fait pas barrière, il n'est pas dans le jugement et dans la critique de ce que tu es en train de dire, ou alors il est dans la critique de ce que tu es en train de dire de manière intelligible, mais ça, on s'en fout. Mais le sous-discours, lui, comme il n'est pas perçu par le conscient, il arrive directement à l'inconscient et l'inconscient s'exécute. Je te donne un exemple. Par exemple, il y a un outil qu'on appelle la commande enrobée. Si je te dis par exemple, je te donne un ordre. En général, notre esprit critique, donc vraiment notre conscient, va venir contrer l'ordre parce qu'on n'aime pas trop qu'on nous impose.
D'accord? Donc, si je te dis détends-toi, détendez-vous, concentre-toi, détendez votre esprit, c'est un peu brutal. Tu vois? Voilà, donc ça c'est un exemple. Commencez à vous détendre. Ouais, attendez, je viens d'arriver. Enfin, tu vois l'idée du truc, c'est un peu. Allez, commencez à vous détendre. Voilà. Maintenant, si tu dis peut-être que maintenant ou plus tard, quand vous l'aurez décidé, vous pourriez tranquillement commencer à vous détendre. Le conscient est absolument pas heurté par le fait que peut-être maintenant ou plus tard, ils ont le choix. Vous pourriez, quand vous l'avez décidé, commencer à vous détendre. Sauf que comme j'ai marqué une différence entre le reste du ton de la phrase, alors soit par le ton, soit par la gravité de la voix, le timbre, etc., j'ai marqué une différence entre la totalité de la phrase et commencer à vous détendre, l'inconscient, lui, reçoit comme ordre, commencer à vous détendre. Par contre, l'entièreté de la phrase, c'est pas du tout ça. Tu vois, ça peut être un des outils. Donc, ça s'appelle une commande enrobée. C'est bien une commande, c'est commencer à vous détendre, point barre. Par contre, peut-être que maintenant ou plus tard, quand vous l'auriez décidé, vous pourriez commencer à vous détendre en pensant à, mais commencer à vous détendre, tu vois. Et donc, ça s'appelle une commande enrobée. C'est un des outils que tu peux utiliser. Le saupoudrage, ça serait un outil qui tendrait à disséminer des mots à l'intérieur d'un texte plus large. Donc, je vais parler d'un truc, et comme je vais mettre un mot là et un mot là, et que je vais les dire différemment, l'inconscient va percevoir qu'il y a une différence entre ces trois mots. Et si ces trois mots, c'est « détends-toi maintenant », tu vois ce que je veux dire? Eh bien, l'inconscient va le percevoir et va obéir parce que le conscient, lui, l'a pas perçu. C'est un exemple. Un petit outil comme ça, vous pouvez l'utiliser en séduction si vous voulez. C'est un outil qui, donc au moins, voilà, si vous n'êtes pas professionnel de l'hypnose après la conférence, vous pourrez toujours obtenir un rendez-vous plus facilement la fois prochaine. C'est ce qu'il appelle l'alternative illusoire. Je donne un exemple. Je suis avec une fille à un rendez-vous et je lui dis est-ce que tu voudrais manger avec moi cette semaine? Alors, j'ai envie de vous dire, il y a 50% de chances qu'elle réponde oui, 50% de chances qu'elle réponde non. En fait, non, c'est pas vraiment vrai, hein, puisque si elle est toute acquise, elle risque de répondre oui, parce qu'elle attendait ça peut-être depuis un mois, donc elle va répondre oui. Donc en fait, il y a 100% de chances finalement dans son cas, et puis elle peut répondre non si ça lui convient pas. Bon, on est d'accord. Mais de la manière dont je pose la question, on est d'accord qu'il y a un oui et un non possible. Tu es d'accord là-dessus? Donc, voilà, donc c'est oui ou non. Si on a une personne qui est pas contre l'idée, tu vois, mais qui en même temps se dit mais quand même ça fait un peu peur, tu vois, est-ce que c'est le bon moment, je viens de me séparer, tu vois, bon, il pourrait y avoir plein de choses qui fait que, et après tout, qu'est-ce que je risque, parce que bon, ouais, puis c'est sympa pour le dîner, puis en plus je connais mes restaurants. Bon, ok, il peut y avoir plein de choses si tu veux, mais par peur, au moins tu le fais pas, c'est réglé, tu vois. Donc tu vas dire non. Ça peut arriver. Tu dis ben non, comme ça au moins j'ai pas à m'emmerder, parce que déjà c'est prise de tête. J'ai pas à m'emmerder, je dis non. Au moins je risque rien. Alors que de dire oui, après ça y est, je suis engagé, il faut que j'y aille, il faut que je machin, c'est mardi, enfin tu vois ce que je veux dire. Par contre, imagine que je pose la question en me disant, j'ai vu un restaurant super sympa, ça fait un moment que je veux y aller. D'ailleurs, tu pourrais venir avec moi, mais toi c'est quoi? Tu préfères plutôt le week-end ou la semaine? Et là, elle a l'impression d'avoir le pouvoir sur la décision en disant non, regarde, la semaine laisse-moi tranquille, moi je bosse, je finis tard. Donc, je vais plutôt choisir le week-end. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, certes, elle a eu le choix, mais elle a eu que le choix de dire oui. Elle n'a pas eu le choix de dire oui ou non. Elle a eu le choix de dire cette semaine ou ce week-end. Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis là dans le chat? Donc, ce qui veut dire qu'en état d'hypnose, quand vous dites à quelqu'un, vous pourriez vous détendre maintenant ou plus tard, elle peut choisir maintenant ou plus tard, mais dans tous les cas, elle a déjà choisi de se détendre. Ça a déjà été accepté. Elle est en train de se dire, eh ben, je me détends maintenant. Ou elle est en train de se dire, ben, je m'en fous, je me détendrai plus tard. Oui, mais dans les deux cas, tu vas te détendre. Donc, moi, j'ai eu ce que je voulais. Tu vois, c'est un outil, l'alternative illusoire. C'est un cas concret, là, tu vois. Voilà. Et tu as plein d'outils comme ça qui vont amener la personne à se détendre, parce que le but de ces outils-là, c'est pas de lui faire accepter un rendez-vous au restaurant, c'est de permettre de rentrer dans un état de conscience modifié. Et à partir du moment où on peut, après il y a des indicateurs qui vont nous permettre de vérifier qu'en effet il y a un état de transe qui est plus ou moins léger, mais on n'a pas besoin d'un état de transe profond. On n'est pas en hypnose de spectacle si tu veux. On va pas leur faire le canard au milieu de la pièce. Donc on n'a pas besoin d'un état d'hypnose très profond, mais on a besoin de vérifier par certains indicateurs que l'état d'hypnose est induit. Et à partir de ça, bien là, on va pouvoir commencer, pourquoi pas, les suggestions, les visualisations, les détournements d'attention, etc., qui vont permettre de mieux accueillir
la douleur, la séance, le stress, les contractions, etc., etc. Tu vois? Donc, dans l'état du cabinet, ça serait ça. Donc, on peut très bien accueillir la personne et pendant que le praticien fait ce qu'il a à faire et que voilà, l'assistante, elle aussi va qu'à ses occupations, mais tu vois, peut-être, alors je dis pas que l'assistante a besoin de moins être concentré, mais c'est plus difficile souvent pour le praticien qui est à 1 millimètre près, d'en plus, tu vois, souvent en Oui, plus, voilà. devoir gérer cette partie, Devoir, bien sûr. mais peut-être qu'à un moment donné, l'assistante ou l'assistant, lui, peut commencer à induire des choses de manière conversationnelle. Là, on observe la détente, parce qu'il y a des réactions physiques qui permettent de voir Oui, certains j'imagine. indicateurs. Et si quelqu'un, bien sûr, est très stressé, avec son consentement, on peut décider de faire des visualisations, des choses pour l'aider à se détendre et à apprécier la séance beaucoup mieux, tu vois. Est-ce que c'est D'accord. clair? Oui, je pense que ça l'est. On a des petites réactions. Stéphanie nous dit en fait il faut aller dans le sens du poil. Oui, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que, alors, C'est un peu vrai. elle a On raison. l'indique quand même. Elle a Mais c'est vrai. raison, et tu vois, en même temps, la rupture de pattern, t'es pas dans le sens du Non. poil. Au contraire, t'es bim, t'es sur un Ouais. choc, tu vois. Donc, le choc peut servir aussi. Par exemple, tu vois, Ouais. il y a des gens qui sont très cartésiens. Donc, quand ils sont très cartésiens et qu'ils ont envie vraiment d'essayer de tout comprendre, ils essaient d'analyser tout ce que tu dis, et pas forcément pour te contrer. Alors, certains, oui. Tu vois, ils ont un peu d'ego qui fait qu'ils viennent prendre une séance d'hypnose, mais en même temps, ils veulent voir s'ils peuvent résister. Enfin bon, c'est un peu con. Et en même temps, tu peux avoir des gens qui veulent tout analyser parce qu'ils se disent si je loupe un truc, ça va pas marcher. Mais non, mais en fait, pas du tout. C'est toujours ce que je leur conseille en état d'hypnose, c'est faites comme si vous écoutiez une musique, une chanson dont vous ne comprenez pas la langue. Vous écoutez, D'accord. mais vous en foutez du sens parce que de toute façon, c'est joli, c'est sympa. Bon, mais vous en comprenez pas la langue. Donc, ça sert à rien d'essayer tout analyser, tu vois. Et je dis, écoutez-moi de cette manière-là, en fait. C'est encore le meilleur moyen de faire. Mais il y a des gens qui lâchent pas. Et ils veulent tout. Et à ce moment-là, un des outils, c'est la confusion. C'est-à-dire que quand on lâche une phrase de confusion, qui les perd complètement dans le raisonnement, le temps qu'ils analysent la phrase, parce qu'il y a des mots qui s'entremêlent, tu vois, un peu comme on fait certains rappeurs, tu vois, et à un moment donné, il dit oh là là, et le temps qu'il analyse ça, bien sûr, vous, après, vous continuez, donc il n'arrive plus à rattraper le retard, et là, ça déclenche l'état d'hypnose souvent, parce que justement, c'est là qu'il a lâché, et que le conscient a complètement pété un plomb sur l'analyse de la phrase en question, de ce que tu es en train de dire, tu vois. Et à côté de ça, eh bien, tu as continué à faire passer tes messages à l'inconscient. Et là, les messages à l'inconscient passent beaucoup mieux. Voilà, donc tu vois, ça c'est un outil qui ne va pas dans le sens du poil et qui pour autant peut être utile. Mais elle a raison quand même dans l'idée que c'est très doux en général et en effet, on ne vient pas le contrarier parce qu'on veut l'aider à la détente et en effet, toute contrariété va plutôt conduire à du stress. Donc elle a quand même raison sur la globalité. Dans la globalité, elle a quand même raison. Ok. Ok. Mais c'est super. Et du coup, donc tu nous as monté une formation justement donc pour assistants et assistants dentaires pour apprendre du coup toute cette méthodologie, puisque comme tu expliques, il faut arriver avec la voix, avec la façon de parler, et à prendre en compte aussi tous les éléments, tous les facteurs, reconnaître les déclencheurs quand ils sont du coup dans cet état de transe. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre et que tu as préparé en formation pour nous. Et je suis vachement ravie de pouvoir avoir ce programme et de pouvoir diffuser du coup ce programme. Et voilà, du coup, je savais que cette classe, c'était intéressant parce que tu nous présentes l'hypnose. Je pense que tu peux du coup répondre à beaucoup de questions. Tu as déjà répondu à énormément de questions sur ce chat. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, s'il y a encore quelques questions que vous souhaitez nous poser, on est encore là avec Pierre-Xavier. Et voilà, en tout cas, je te remercie parce que c'est très pertinent. Moi, l'hypnose, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais que je ne maîtrise pas du coup. Non, bien sûr, c'est difficile. Ben oui, c'est un métier, ça s'apprend en fait, mais c'est à la portée de tous déjà, il faut bien comprendre. Il y a des gens qui me disent, tu sais, l'hypnose au début, il y a des gens qui disaient, mais est-ce qu'il faut être médecin pour être hypnothérapeute? Donc c'est aussi con, c'est aussi con que de dire est-ce qu'il faut être médecin pour être kiné? D'accord. Ben non. Oui, c'est vrai. Tu apprends ton métier de kiné, tu es kiné, point. Tu peux pas faire médecin avant, quoi, tu vois, je veux dire. Est-ce qu'il faut être infirmier avant d'être médecin aussi? Alors, on va d'abord être infirmier, médecin, maintenant qu'on est médecin, ça y est, on peut se former. Non, voilà, on se forme de A à Z, c'est pas dangereux l'hypnose. Comme je vous ai dit, voilà, au pire, on a un mauvais hypnothérapeute, bon, ben voilà, ça fera pas grand danger. C'est sûr que de louper une opération à cœur ouvert, c'est plus dangereux. Donc le médecin, je comprends que bon, mais on a pas besoin d'être médecin. Et la plupart du temps, les médecins font plutôt des mauvais thérapeutes, bien souvent. Faut pas tous les généraliser, bien sûr, mais je constate que parmi les personnes que j'ai, souvent des médecins qui sont pas bons. Parce qu'ils pensent partir avec certains acquis qui n'ont pas du tout. Et je vois pas comment un urologue qui n'a jamais fait. Alors, maintenant que certains psychologues
puisse avoir certaines notions quand on va parler d'inconscient, tout ça. Et encore que, il va falloir qu'ils désapprennent certaines notions, parce qu'il n'y a pas de vérité sur l'inconscient. On est en train de parler d'un organe qu'on ne connaît pas. Hein. C'est pas un organe, justement. Ouais. Donc, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et que le secret d'un bon hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui reste humble et qui ne pense pas qu'il a raison sur ce qu'il est en train de dire, mais qui pense que par la mise en place de certaines techniques, il arrive à induire un certain état et qui permet ensuite à l'inconscient d'aller régler certains problèmes. Et l'hypnothérapeute qui arrive en pensant qu'il a la solution au problème et que c'est lui qui va faire le donneur de leçons, déjà, il a oublié son métier. C'est-à-dire que déjà, c'est plus son métier. Voilà, bon. Il y a plein de trucs comme ça qui font que, oui, il faut s'y former, qu'il n'y a rien à faire au préalable que de commencer et de s'y former. Ça, c'est évident. Et ensuite, je voyais Clémence là, qui disait, des fois, je leur prends la main quand ils sont très stressés pour les extractions. En effet, le fait de prendre la main, déjà, il y a un côté rassurant. Il y a aussi un détournement d'attention, qu'on le veuille ou non. Et on se focalise sur quelque chose d'autre. Et en plus, il y a ce côté-là rassurant, qu'il n'est pas seul. Bon, je ne peux pas dire que c'est de l'hypnose, mais tu vois, il y a déjà, ça fait sens, et ça serait bien de pouvoir aller plus loin avec des techniques plus avancées que simplement prendre la main. Parce qu'à mon avis, on peut aller donc du coup beaucoup plus loin. Mais Clémence, déjà, rien qu'avec ça, bien sûr, elle voit que ça leur fait du bien. Donc imagine où tu peux aller si derrière ils sont dans un état de conscience modifié qui permet de les faire s'évader, d'oublier la douleur, de détourner sur quelque chose qui va à côté. C'est une plus-value juste extraordinaire, quoi. Tu vois, oui. Oui. Autant pour le cabinet que pour le patient, parce que moi, j'essaie de toujours faire un parallèle direct avec mon métier, je ne lâche jamais rien. Mais c'est une plus-value, c'est-à-dire qu'on peut le proposer. Là, je parlais du cabinet. Oui, bien sûr. Voilà. Le patient, on l'a vu, mais c'est vrai que le cabinet, c'est vraiment un avantage. En plus, je pense que ça peut, contrairement à ce que l'on croit, faire gagner du temps, parce que gérer quelqu'un qui est phobique et qui va interrompre les soins finalement constamment. Ah oui, non, ça, bien évidemment. Voilà, même s'il va falloir mettre en place tout le fonctionnement de l'hypnose, au final, on résout. Oui, encore que c'est pas, tu vois, c'est quelque chose, comme je dis, comme ça va se faire de manière conversationnelle, étant donné qu'un soin, ça peut durer de un quart d'heure à 1 heure, tu vois, ça dépend quel soin on fait. Après, il y a les spécialités, l'implanto, le machin, mais bon, on va dire sur un soin classique ou même arracher une dent, tu vois, bon, il peut y avoir des complications, des machins, mais ça va durer de 15 minutes à 1 heure, imagine. Dans ce laps de temps, tu as largement le temps d'induire cet état de transe, de parler, de te servir de tes outils conversationnels pour induire cet état-là. Tout ça, tu as largement le temps, en fait, tu vois. Après, si c'est pour un petit soin très vite fait qui dure 5 minutes, où il n'y a pas d'anesthésie, tu vois, où il y a un pansement à changer ou quelque chose, bon, au bout d'un moment, ça va. C'est pas. Oui, ça s'y prête peut-être pas. Ouais. Voilà. Mais maintenant, sur ce qui prend un peu plus de temps, qui est un peu plus douloureux, donc qui est plus délicat, qui en général prend plus de temps aussi, en effet, à mon avis, tu perds pas de temps du tout pendant la séance parce que tu le fais en même temps que tu parles, en même temps que tu fais tes gestes à toi d'assistante, etc. Tu vois. Moi, je connais un peu le métier de dentiste parce que je suis pas dentiste, mais j'en ai juste 10 dans la famille. Et voilà. Et mon père est dentiste et enfin il était. Paix à son âme. Non, je déconne. Il est pas mort. Commencez pas à mettre dans le chat mes condoléances et tout, c'est pas vrai. Ouais, non, je lui rallonge la vie. Mais voilà, non, mais pour vous dire que voilà, je connais un peu les soucis du cabinet, sans être passé de l'autre côté du miroir, mais pour avoir été moi-même nombreuses fois patient, et puis bon, voilà, pour avoir des parents dentistes, et je sais à quel point ça peut apporter dans ce cadre-là. Mais comme ça apporte aux infirmiers quand ils viennent faire des piqûres, changer des pansements qui sont parfois douloureux, tu vois, faire des trucs. Bon, mais là, l'hypnose. Et nous, on a énormément d'infirmiers, par contre. Des infirmiers, on en a plein. Donc pourquoi pas des assistants dentaires, tu vois, ou des assistants dentaires. Puisque les infirmiers, on en a plein et ça correspond un peu, enfin, on est dans les mêmes cadres, tu vois, on est dans le cadre de gestion de la douleur, de tout ça, voilà, sur des traitements. Ça se démocratise beaucoup. Oui. Stéphanie nous dit par rapport aux enfants, est-ce qu'il y a la possibilité, sont-ils aussi réceptifs, la méthode? Je sais que c'est quelque chose que tu développes en plus dans la formation, oui. Et qu'il y a un processus différent, justement. Alors, en règle générale et en théorie, le processus n'est pas vraiment différent parce que de toute façon, étant donné que l'hypnose va s'adapter à tout le monde, ça s'adapte au fait que vous soyez une femme, un homme, un bourrin, quelqu'un de sensible, un enfant, enfin tu vois, ça doit s'adapter à tout le monde finalement. Donc l'enfant a sa particularité d'enfant qui n'est pas différente que la particularité de quelqu'un de plus âgé. Tu vois, c'est une particularité différente, mais c'est pas un traitement. Il y a les adultes et les enfants comme s'il y avait 2 grosses catégories. Maintenant, c'est vrai qu'on peut noter quelques nuances, mais je pense pas non plus que ce soit fondamental. Mais c'est vrai qu'en formation, je préfère l'aborder parce que justement, les gens peuvent se poser la question et donc du coup, il vaut mieux l'aborder en formation. Mais c'est pas quelque chose de vraiment fondamentalement différent. En plus, l'enfant, il a son univers, il a son imaginaire souvent bien plus développé que les adultes. Il est souvent bien moins résistant.
dans le bon sens du terme. Il résiste moins à l'état d'hypnose et il se laisse aller beaucoup plus facilement. Et donc, du coup, souvent, c'est un patient plus facile aussi. Hein. Alors après, on va avoir l'enfant capricieux, on va avoir... bon, tout peut se passer, parce qu'en effet, il peut y avoir des gestions d'enfants qui sont plus compliquées, mais en règle générale, il se laisse plus facilement aller qu'un adulte. Tu vois. D'accord, oui, oui. Oui, au final, oui, d'accord. C'est juste... Bien souvent. D'accord. Oui, parce qu'il a moins de schémas ancrés, son ego est moins développé, tu vois, il a moins de, tu vois, c'est un peu moins, il a un peu moins de cristallisé son caractère, donc tout ça aidant, il relâche plus vite aussi, tu vois. Quelqu'un qui lui raconte des histoires, il aime bien ça. Ouais. Oui, et le post hypnotique sur l'enfant, il n'y a pas de conséquences? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Comme nous, il connaît l'état d'hypnose bien souvent, même bien plus souvent que nous finalement, puisqu'il est beaucoup plus dans son imaginaire. Tu vois, donc non, pas du tout. Ok. Du coup, j'ai une petite question, Noélie, qui me demande par rapport aux prises de rendez-vous, quand Noélie a du mal à proposer un rendez-vous quand les patients sont réfractaires. Alors, je ne sais pas si par téléphone, ça va rentrer dans la catégorie. Oui, non, bah ça, le téléphone, autant que ça passe beaucoup par la voix, l'état d'hypnose, donc ça pourrait marcher au téléphone. Mais c'était quoi sa question? Quand on propose un rendez-vous à un patient, surtout par téléphone, le patient, dans 80% des cas, ça ne lui convient quasiment jamais. Est-ce qu'on peut avoir un outil? Ouais, l'alternative illusoire, c'est, t'as 2 rendez-vous, tu vois. Mais ça, alors carrément, alors teste-le, et là, reviens nous faire. Là, je te le garantis, je te le signe. Mais là, t'as pas besoin de l'hypnotiser, mais juste l'alternative illusoire, comme je l'ai dit. Bon, tu veux obtenir ton rendez-vous. Tu sais que ça va jamais lui convenir. Toi, tu as 2 horaires à 2 moments différents, et tu vas lui dire, je peux vous proposer un rendez-vous, mais c'est quand vous voulez. Ah, génial. J'ai mardi 15h ou jeudi 18h. C'est bien quand vous voulez. C'est soit mardi 15h, soit mardi 18h. Mais sauf qu'il n'y a que 2 choix, tu vois. Donc elle va prendre le pouvoir en disant, elle va réfléchir entre les 2 alternatives. Et elle va dire, non, à 15h, non, c'est bon, ils font chier, moi, hein, en plus je dois chercher le gosse, etc. Non, je préfère jeudi 18h. Elle a fait son choix. Le choix vient d'elle. Sauf que dans les bornes qu'on lui a proposées, si tu veux. Donc oui, en effet, plutôt que de dire et mardi, mardi je pense pas. Et jeudi, jeudi je sais pas. Et c'est de dire il y a ça et ça, mais c'est pas bon, il y a ça et ça, donc maintenant tu te bouges parce que là on la renferme. C'est de dire c'est quand vous voulez. Ah putain déjà c'est bien. On a mardi 15h ou jeudi 18h. Ah, et donc du coup ça y est. Déjà elle est confortée par le fait que c'est quand elle veut. Donc elle a relâché la pression de dire maintenant quand est-ce qu'ils vont me proposer parce que tu vois que ça va être la galère. C'est quand je veux. Ah déjà c'est génial, les épaules se relâchent. Derrière c'est par contre, du coup, j'ai mardi 15h, ça peut être bien parce que blablabla, ou 18h parce que peut-être que vous avez un enfant à aller chercher ou machin. Et là, du coup, elle est dans sa réflexion, elle hésite entre les deux, et c'est son investissement que d'avoir choisi. Et elle a choisi une des 2 heures que vous avez données. Tu vois. Et si vraiment dans les 2 heures, elle n'a pas réussi à faire le choix, la 3e heure devrait convenir parce que là, elle s'aperçoit qu'elle casse un peu les couilles quand même. Tu vois. C'est tu le ressens. Tu vois, alors que sinon, si à chaque fois que tu lui proposes un truc qui lui convient pas, c'est limite tu l'énerves en lui proposant des trucs qui lui conviennent pas, tu vois. Alors que si là tu lui as mis 2 choix de la manière dont plus je l'ai dit déjà, c'est quand vous voulez. Si vous voulez, on a mardi 15h ou 18h. Oh, peut-être que vous d'ailleurs, ça vous convient mieux 18h parce que je sais que machin. Ouais, vous avez pas tort. Ah ben non, esprit de contradiction, ben non, 15h. Ouais, très bien, mais on s'en fout. Ça y est, elle est dans les 2 rendez-vous qu'on a proposés. Et si là on n'a pas trouvé une solution et qu'elle dit aucun des 2 me convient, c'est plutôt elle qui est dans la position de faire chier en fait et de dire putain ils m'ont dit quand je veux et malgré tout j'arrive pas à trouver une heure, tu vois. Donc la prochaine heure il faudrait que je trouve un truc rapidement et que je les emmerde pas, tu vois. Je veux dire on a renversé le truc. Donc Noélie tu peux essayer ça. Enfin, tu peux l'essayer, tu verras, c'est vérifié. Apparemment il y en a quelques-unes qui sont sur ce schéma là qui ont déjà testé, hein, qui approuvent. Ah bon oui. La prouve, là. Oui. Après, il y a une dernière petite question. Après, on va te libérer. Estelle qui nous dit que tu as expliqué par rapport à la relaxation et la visualisation. C'est un truc qu'elle n'arrive pas à faire. Ça la stresse apparemment, mais parfois me stresse quand le temps est trop court. Qu'est-ce que tu proposerais comme option, si j'ai bien cerné l'ensemble? Est-ce que vous pouvez expliquer concernant la relaxation visualisation, ce truc que j'arrive pas à faire parfois me stresse. Mais ça te stresse comment? C'est-à-dire que ça te stresse de ne pas réussir à le faire ou toi, tu es dans un état de stress et tu n'arrives pas à te relaxer? Alors, je pense que tu parles du patient, mais c'est pas super clair. Peut-être de le mettre en place et... Alors, toi, le mettre en place, comme je disais, bon, alors après, c'est vrai que c'est difficile en 1 heure de te dire c'est ça, mais c'est l'objet de se former, tout ça. Mais l'idée, en
en effet, c'est que, comme je te disais, on a tous les outils en hypnose pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne bien, tu vois. Surtout quand on vise un état de relaxation, c'est le premier truc de l'hypnose. C'est-à-dire, de toute façon, pour passer d'un état de conscience standard à un état de conscience modifié, c'est la relaxation qui fait passer. Donc, de toute façon, ça fait partie de notre métier, on sait faire. Et en effet, par l'apprentissage des techniques, tu vois, d'induction, mais de suite, même sans rien dire, la relaxation, tu vas y arriver, tu vas l'induire très vite, rien que par les petits outils que tu vas utiliser au début pour faire cette induction à l'état d'hypnose. Donc, de toute façon, voilà, ça fait partie des techniques sans aucun problème, tu vois. Donc, on a donné quelques clés, et si encore ça te stresse et que tu n'y arrives pas, en effet, tu peux t'y former et tu vas réussir, quoi. Oui, là, il faut se… Éléonore, donc je le fais très efficace. Et Isabelle, je le fais mort de rire. Eh oui. Je propose de rappeler ses désistements, etc. C'est super, merci. Ouais, Noélie, ok, très bien. On va voir Noélie, ouais. Si elle nous fait un retour, j'espère qu'elle me fera un petit retour par mail, voir si la méthode fonctionne. Ok, ben écoute, je te remercie en tout cas. Je te remercie de rien, merci à toi. Ouais. Merci à toutes et à tous d'être venus sur cette conf. N'hésitez pas à me faire un petit retour par mail. Je vous laisse l'accès au replay de toute façon. Ouais. Et comme j'ai dit, on a la formation du coup pour pouvoir mettre en place l'hypnose au cabinet dentaire avec toi. Il y avait une question sur la formation qui disait quand est-ce que c'est, etc. En fait, elle va se passer en ligne. Donc, vous allez avoir… Moi, j'ai ma grande formation en hypnothérapie, tout ça. Et Lucie me disait, il faudrait que tu me prépares un truc par rapport à ça. Et donc, du coup, on a adapté, on a fait un condensé et quelque chose qui va juste servir en cabinet. Donc, on évite les métaphores, etc. Et on va directement au but avec la relaxation, avec tout ce dont on a parlé et qui peut être utile directement en cabinet. Donc, voilà. Et en fait, on l'a fait sous forme de vidéo. Vous avez donc des modules qui prennent étape par étape de ce que c'est l'hypnose en général à la spécificité qu'on va pouvoir en faire dans le cadre du cabinet, et avec tous les outils qu'on va pouvoir utiliser, notamment tous les outils de la mise en transe qui vont vous permettre de pouvoir mettre en transe même chez vous, vos enfants, si vous voulez. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on peut utiliser tout le temps. C'est pas que pour le cabinet en plus, donc ça, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Et derrière, les suggestions justement qui vont amener à détendre, etc., etc. Donc tout ça, c'est fait sous forme de vidéo. Vous y avez accès à partir du moment où vous êtes en formation, vous y avez accès tout le temps. Vous vous connectez tout le temps. Vous avez des petites évaluations qui sont là pour venir recadrer les principes vraiment qu'on veut faire ressortir et qu'on juge comme étant super importants pour vous de maîtriser en tout cas. Donc voilà, donc il y a tout ça qui est déjà en place. Et donc après, c'est à votre rythme, tout est détaillé. Vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez. Et l'accès est à vie, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que voilà, une fois que vous avez… Et s'il y a des mises à jour qui sont faites, eh bien toutes les mises à jour, elles sont rajoutées. Il y aura des exemples d'ailleurs de mise en transe, des vidéos filmées, enfin des trucs qui se rajouteront même au fur et à mesure, et aussi par rapport à vos demandes aussi, de rajout, de mise à jour, et tout ça, quelqu'un qui a souscrit à la formation, mais il a toutes les mises à jour tout le temps, quoi. Hein, il y a accès tout le temps, et voilà, il pourra profiter de toutes les mises à jour au fur et à mesure. Donc c'est pas maintenant, demain, c'est quand vous voulez, à partir du moment où vous êtes inscrit, quoi. Et c'est l'avantage de ces formations, c'est vraiment génial. Ouais. Super. Bon, je te remercie Pierre-Xavier. Merci. Merci encore pour ta disponibilité et à très bientôt. Merci à toi. Au revoir.